Je m'appelle Anna Rodriguez et j'anime des stages de développement personnel. Ça s'appelle Présence à soi. Je ne l'anime pas seule, je l'anime avec une équipe. On accompagne les gens en fait à pouvoir se retrouver, à pouvoir se connecter à leur sensibilité, à leurs émotions, mais aussi à leur puissance de base. On allie le fait qu'ils puissent sentir et se poser en eux-mêmes. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans que j'accompagne en fait ce genre de stage. Et là, depuis 2 ou 3 ans, il y a beaucoup d'hommes qui viennent à ces stages et je vois toute une évolution qui est en train de se faire de libération de l'énergie masculine. Et en fait, j'aimerais témoigner de ce qui se passe en fait pour le masculin, pour les hommes. Et on est comme dans une période qui permet un véritable basculement et une véritable évolution. Et en fait, j'aimerais dire quelques mots en fait à ce propos. Donc on parle souvent de la libération de la femme qui a vraiment pris forme à la fin de la guerre 14-18 où finalement elles se sont occupées des exploitations alors que les hommes étaient à la guerre. Elles ont mis des pantalons, elles ont vu qu'elles étaient une force de travail puis qu'elles s'en sortaient même si les hommes étaient à la guerre. Il y a eu aussi une très grosse prise de conscience en fait où elles se sont dit on ne veut plus être des ventres qui donnent juste de la chair à canon. Et il y a vraiment eu comme un appel de fond qui a dit on ne veut plus être ça quoi. Et donc elles ont commencé à travailler, à œuvrer pour leur indépendance. Certaines d'ailleurs ont donné leur vie, ou se sont fait humilier, ou se sont fait maltraiter. Et j'ai beaucoup de reconnaissance en fait pour là où j'en suis moi aujourd'hui grâce à elles. Et en fait les femmes ont vraiment essayé de trouver une place dans la communauté, dans la société. Donc elles ont essayé évidemment de trouver des places dans l'éducation. C'est-à-dire de pouvoir avoir droit à une formation, avoir droit à de l'éducation, pour ensuite avoir droit à des postes de travail, si possible des postes de travail intéressants. Et elles œuvrent encore aujourd'hui pour être rémunérées à l'égal de l'homme. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'en fait, les femmes, pour gagner leur place dans la communauté, c'est-à-dire à l'extérieur du foyer, en fait, elles ont dû adopter des valeurs masculines et des comportements masculins pour pouvoir se faire cette place-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le principe masculin, je ne parle même pas des hommes, mais du principe masculin, n'est pas si libre que ça. Et en fait, c'est parfois une liberté de surface, mais ce n'est pas une liberté de fond. Et en fait, c'est à ce niveau-là que j'aimerais apporter un éclairage. Un éclairage qui est à la fois valable pour les femmes qui ont adopté ce masculin-là, et pour les hommes aussi qui pourraient être ou se sentir piégés dedans. Donc en fait, les hommes ont dû adopter une identité masculine qui est comme un prêt-à-porter, c'est comme un costume qui est là. Et en fait, dans certains cas, ça pourrait être une fausse identité, ou ce qu'on appelle aussi un faux self. C'est-à-dire que en fait, certains hommes n'ont pas droit à leur authenticité, à être vrais déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de ce qu'ils ressentent. Souvent, la sensibilité, elle est décriée ou moquée. D'un homme sensible, on va dire qu'il serait faible, que c'est une tafiole, que c'est une femmelette. Et donc, voilà, il n'a pas toujours le droit, en fait, de sentir pour lui-même, d'être vrai, et donc, du coup, de se guider de l'intérieur. Et en fait, le prêt-à-porter, ce faux self, en quoi il consiste? Alors en quelque sorte, on le sait tous, mais on y est encore relativement identifié. C'est en fait, voilà, dans notre communauté, dans notre collectif occidental, on va dire, il y a des choses qui sont appréciées et il y a d'autres caractéristiques qui sont dévalorisées, dépréciées, voire même pointées du doigt, moquées, voire humiliées. Et dans ce qui est fortement mis en valeur, c'est d'être performant, voire d'être excellent, quitte à être dur avec soi et dur avec les autres. On nous demande de réussir, et c'est plus que réussir, on nous demande de gagner en fait, d'être les premiers, d'être leader, quitte à faire des coudes aux voisins, quitte à faire la guerre s'il faut. On nous demande de gagner des parts de marché, de gagner sa vie avec effort et acharnement. Et en fait, c'est toute cette attitude qui consiste à être un winner ou un héros, en fait, qui est le prêt-à-porter en quelque sorte. Et tout ça, évidemment, est reflété dans les films, dans ce qui est mis en valeur dans les films.
Et donc, en gros, on demande à l'homme, pour être un homme, pour pouvoir être identifié en tant qu'homme, d'être quasiment un héros. Et s'il n'est pas un héros, d'être au moins un bon soldat. Et un bon soldat, c'est quelqu'un qui produit, qui est voilà, quelqu'un qui amène sa force de travail, son énergie et qui va avoir de la valeur s'il contribue avec voilà, son travail, son salaire, et puis qui gagne un salaire pour ça, quoi. Donc il y a cette notion de voilà, gagner sa vie dignement en étant productif et d'avoir voilà, cette étiquette-là de au moins être productif si on n'est pas héroïque. Ce prêt-à-porter-là, il nous incite aussi à des rapports de confrontation et à des rapports de force et de pouvoir. C'est pas une voie de la coopération, c'est pas une voie de la mise en lien, on veut du résultat, on veut du cash et on doit assurer pour avoir des résultats. Et en fait, ça amène toute une attitude physique et émotionnelle dont je parlerai en fait après. Mais en fait, ça c'est le gros paquet en fait qui est mis en valeur et en évidence et soutenu par des films, soutenu aussi par les femmes qui, dans certains cas, par survie ou même inconsciemment, adoptent ou valorisent aussi ce même masculin. Donc elles vont vouloir des hommes qui assurent, des hommes qui ont un certain pouvoir économique, parce qu'on sait bien aujourd'hui que la guerre ou ces rapports de pouvoir, c'est aussi dans l'ordre d'une croissance économique, d'un pouvoir économique. Donc elles vont chercher des hommes qui assurent, quitte à prétendre, hein, quitte à ne pas être vrais, qui ont un statut, qui ont de l'argent. Et en fait, c'est le reflet de leur insécurité intérieure, parce que je pense qu'une femme qui a son autonomie affective et sa sécurité financière ne va pas forcément aller chercher un homme qui a un statut, qui a un pouvoir, qui a une influence, qui a voilà, une allure en fait, à ce point-là. En fait, elle va plutôt chercher quelqu'un qui est conscient, qui est authentique et qui mène sa vie selon ses propres valeurs. Donc j'aimerais dire par là qu'il y a une grosse pression sociale autour de ces caractéristiques et une dévalorisation si on n'y adhère pas. Et le souci, c'est que parfois, on n'a pas de recul sur le costume ou le prêt-à-porter ou sur la fausse identité. Et on n'a pas les moyens non plus de remettre en question en fait, ce costume-là. Tu parles de ce prêt-à-porter, de ce masculin préprogrammé. Quelles sont les incidences sur le corps et sur les émotions? Alors, le fait qu'on doive assurer et qu'on doive réussir, ça va se traduire dans le corps. Et en accompagnement les gens, puisqu'on fait un accompagnement à la fois physique et émotionnel, ce qu'on se constate, c'est que la partie du haut du corps, ici on va trouver la traduction du faire et de la pensée qui sont fortement mis en évidence en fait, dans notre culture. Et dans le faire, on va souvent trouver dans le corps, ici, des bretelles tendues. Hein, c'est vraiment à l'arrière, là, vers les omoplates. Et ces bretelles tendues, elles sont vraiment synonymes d'une volonté volontaire, de tout l'effort que je dois faire pour être à la hauteur, pour assurer, pour convaincre, pour réussir. Et souvent, il y a des doubles tensions, à la fois ici, dans le plexus solaire, ici, en fait, au niveau du diaphragme. Et souvent, au niveau du thorax, on va trouver comme des oppressions. Et la nuque aussi, ici, les trapèzes et la nuque sont souvent très tendus. En fait, la personne, elle doit tenir le coup, tenir les rênes, arriver à des résultats, voilà, produire du cash, hein, produire des résultats. Et puis, la tête aussi est fortement investie. On est dans une culture encore qui date de Descartes, je pense, donc je suis, hein, donc en partie coupée du corps. Et toute notre éducation et notre culture a beaucoup mis d'importance en fait sur la pensée, sur le mental, sur l'argumentation et sur le faire. Et en partie, la personne se retrouve anesthésiée, coupée du bas du corps à partir du diaphragme. C'est-à-dire que le ventre, lui, il est souvent tendu, il est sous pression. La personne a souvent une sensation de vide en fait dans le bas de son corps. Et il y a vraiment donc une forte pression dans le haut du corps, avec beaucoup de tension, beaucoup d'efforts, et de l'agitation dans la tête, ce qui fait que des fois, le soir, la personne n'arrive pas à dormir tranquillement, tellement, en fait, ces parties-là dominantes sont suractivées, au détriment
du ventre qui lui permet d'écouter, de sentir, de se mettre en lien. Et puis aussi, c'est toute la part émotionnelle en fait qui est là. Et l'assise, le bas du corps, hein, qui lui amène le fait de se poser dans son être, d'amener de la stabilité, de la tranquillité, de l'assise en fait, dans le reste des éléments, que ce soit la partie qui sent, la partie qui fait, la partie qui sent, qui pense. Donc on voit vraiment comme voilà, quelque chose de cuirassé dans le haut du corps et comme une coupure en fait dans toute la partie plus passive qui sent, qui est plus lente, qui sent et qui se pose dans son être. Et de façon classique, en fait, durant les stages, on commence souvent par accompagner les gens dans le fait qu'ils puissent lâcher les efforts ici, dans les épaules. Donc simplement, on prend leurs bras et puis on leur demande de pouvoir lâcher l'effort au niveau de l'épaule. Et on observe tout ce comportement, en fait, qui est la traduction de toutes ces croyances, je dois assurer. Et souvent, quand voilà, nous accompagnons les personnes à pouvoir lâcher les efforts qu'elles mettent dans l'épaule, je vais commencer par lui dire « Ok, on n'est pas là pour avoir du résultat. On est juste là pour se mettre en lien avec cette épaule, lui offrir de la tendresse, lui offrir de l'espace pour qu'elle puisse se déposer et nous mettre en lien ensemble sans avoir besoin de faire juste, d'exiger du résultat, de se mettre la pression. Et souvent, juste que la personne puisse se sentir à quel point elle se met la pression, à quel point elle doit être à la hauteur, à quel point elle doit y arriver, puis qu'on lui parle avec cette tendresse et avec cette façon d'être en lien. Déjà, souvent, elle est touchée dans son cœur, parce que depuis très longtemps, elle aurait souhaité en fait recevoir ce message-là. Ce qui est important, c'est de se mettre en lien, et d'abord, et après, ensuite, on regarde enfin, le résultat éventuel. Mais d'abord, je considère que tu es un être à l'intérieur, et puis on te donne le temps de lâcher la pression que tu te mets, quoi. Donc déjà, le corps traduit bien, en fait, toute cette exigence, toute cette dureté envers soi, toute cette culture du résultat, et comment on peut réapprivoiser le fait de refaire lien avec soi. Donc j'étais en train de dire qu'effectivement, au départ, on aide juste la personne à lâcher l'effort d'être à la hauteur. On peut aussi observer au moment où on fait ces mouvements passifs pour permettre à l'épaule de lâcher, en fait, à quel point la personne, elle tient symboliquement, littéralement, elle tient le coup. Elle tient le coup, puis à un moment donné, en lui faisant ça, elle peut sentir à quel point son corps est fatigué, usé de ce schéma-là, quoi. Et elle a profondément envie de passer à autre chose. Et au moment où elle lâche, enfin elle commence à lâcher, là, des peurs plus profondes, en fait, vont venir, parce que ces peurs, en fait, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, oui, mais si je lâche, qui va me soutenir? Qu'est-ce qui va me soutenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me soutenir en dessous? Est-ce que je vais pouvoir trouver un point d'appui à l'intérieur de moi? Et la croyance est de dire, si je lâche tous les efforts que je fais en haut, eh bien, ce que je vais rencontrer, c'est un effondrement, c'est de la fragilité, c'est de la vulnérabilité, mais qui va me faire perdre les moyens, qui va me faire perdre ma force. Et ça, c'est une croyance. Nous, on va prouver à la personne qu'elle a vraiment des ressources au plus profond d'elle-même. Mais au moment de lâcher ce schéma-là, être à la hauteur, vouloir du résultat, assurer, contrôler pour cela, eh bien, il y a la grande peur de « mais si je lâche cette identité ou ce schéma-là, le risque, c'est de m'effondrer, le risque, c'est d'être victime de nouveau, le risque, c'est d'avoir mal, c'est d'avoir peur et d'en perdre mes moyens. » Donc, il y a des hommes et des femmes d'ailleurs qui sont partis dans ce côté très battant, hein, très faut que je fasse de l'effort, faut que j'y arrive, il faut que je réussisse. Puis après, il y a une autre catégorie de personnes qui, elles, ont renoncé. C'était trop dur. Et du coup, elles sont parties plus dans des résistances passives. Elles vont prendre des kilos ou elles vont fuir, elles vont ne pas être là. Elles vont démissionner en fait à leur manière parce que le fait de vouloir tout le temps des résultats ne correspond pas à ce qu'ils sont plus profondément. Alors il y a ceux qui adhèrent en disant « bon allez on y va, on remonte les bretelles, on remonte les manches et puis on va assurer, on va montrer qu'on est capable ». Et finalement dans ce schéma-là, on est obsédé par montrer que je suis capable, montrer que je peux y arriver. Et dans d'autres catégories de personnes, c'est « je renonce, j'y arrive pas, j'en peux plus ». Donc j'écrase mon énergie de vie, je prends du poids ou je fous le camp. Où je suis émotionnelle tout le temps, enfin voilà, il y a plus des résistances passives qui vont se mettre en place.
Dans une société telle que la nôtre, où on valorise la compétitivité, la productivité, qu'est-ce qui va amener un individu à se remettre en question? Alors, ce qui va amener un individu à se remettre en question, c'est déjà des symptômes très clairs. Et ça, il faut vraiment être à l'écoute de ces symptômes parce qu'à l'heure actuelle, ils se font de plus en plus forts. Le premier, il y en a une série, je vais vous les citer. Il y en a un qui va dire « j'en peux plus, je suffoque, j'étouffe. Je suis arrivé à la limite de quelque chose et j'ai une sensation de suffoquer, de plus en pouvoir. » Et puis la sensation aussi que je suis arrivé à une limite. Il y en a d'autres qui vont ressentir une vraie souffrance physique ou morale. Cette souffrance physique, c'est j'ai tellement tiré sur la corde que je suis soit en train de faire un burn-out, soit à la limite du burn-out. Tellement je me suis engagée, tellement j'ai mis mon énergie, voilà, il y a un épuisement de fond et le corps il va le traduire et il le traduit naturellement et il faut écouter ces signes-là. Il y a d'autres personnes aussi, souvent, qui ont la sensation d'être tout simplement à côté de leurs pieds. C'est-à-dire, ils vont me dire, tout ça, c'est pas moi. Je ne peux pas te dire qui c'est moi, mais j'ai juste la sensation d'être à côté de mes pieds et puis que ça ne traduit pas du tout, en fait, qui je suis. Et d'autres personnes vont ressentir du vide, un très très gros vide, avec la sensation qu'il n'y a rien, en fait, dessous. Sous ces identités, il n'y a rien, quoi. Et ce vide peut amener des états dépressifs ou déprimés. Ça peut amener comme un renoncement à l'intérieur, une déflagration d'énergie, quoi, où il n'y a plus d'élan pour quoi que ce soit. Et très souvent, ce vide va amener d'autres personnes, parce que ce vide est insupportable, à prendre des médicaments, donc prendre des antidépresseurs, fumer des joints régulièrement pour anesthésier en fait ce vide, pour s'en couper, ou alors alcool, toutes les drogues, toutes les substances qui à l'heure actuelle, qui sont juste une réponse à ce vide intérieur. Bien sûr, plein de maladies qui sont issues de ces fausses identités et du fait d'être à côté de ses pieds, en fait. Donc là, il y a beaucoup de symptômes psychosomatiques. Et sinon, dans les autres manifestations, il y a aussi un ennui profond. Et cette manifestation me paraît très intéressante. Par exemple, vous allez dans votre entreprise et pour la xème fois, vous entendez un des leaders dire « Ouais, bravo, on va encore gagner des parts de marché, on va encore gagner tant de points en rentabilité. » On va encore, voilà, le même discours qu'on entend depuis des années. Et tout à coup, ce discours nous paraît complètement creux, complètement vide. Il n'y a aucun rêve dedans, il n'y a pas de côté vivant. Et tout à coup, ce creux va nous frapper, en fait. Et tout à coup aussi, on va voir tous ces rapports de pouvoir qu'on enchaîne sans cesse depuis des millénaires. Et tout à coup, on va s'apercevoir en fait que c'est terriblement ennuyeux. Que, ok, on se fait la guerre, il y a des rapports de pouvoir, on y va à fond. Mais dans le fond, on se fait vraiment chier, quoi. Je n'ai pas d'autre terme qui vient. C'est-à-dire l'être profond, notre être, en fait, lui, il est puissamment créatif. Il aime la sensibilité, il aime l'émotionnel, il aime le vivant, il aime rêver, il aime prendre soin même de la terre, des ressources, quoi. Et donc, quand il voit ce programme de rapport de pouvoir, de confrontation, de guerre économique qui amène des guerres, en fait, réelles, quand il voit tout ce système d'exploitation, tout à coup, il éprouve un ennui mortel ou un manque de sens total. Et là, c'est aussi un des symptômes qu'il s'agit vraiment d'écouter, en fait. Donc là, il y a quand même plusieurs symptômes fort intéressants, avec tout à coup un manque d'élan, un manque de sens. Voilà, tout ça, it's nonsense. It's insane aussi, on dit en anglais. C'est absurde, en fait. Ça n'a aucun sens. Et, je m'excuse du terme, on s'emmerde puissamment. C'est-à-dire qu'on a envie d'un jeu beaucoup plus grand, beaucoup plus créatif, beaucoup plus coopératif, qui va beaucoup plus loin en fait que ces vieux rapports de pouvoir qui n'arrêtent pas de se mettre en œuvre. Un autre symptôme aussi que j'aimerais citer, parce qu'il est très important chez les hommes, c'est du fait qu'il y a cette coupure avec la sensibilité, avec les sentiments, les émotions. Ils se retrouvent très souvent seuls.
et enfermés en fait dans leur solitude. Ils ont peu l'occasion, ils n'ont déjà pas les moyens de parler de ce qu'ils sentent. Ils ont peu l'occasion des fois de le partager avec d'autres hommes ou de le partager avec d'autres personnes. Et donc il y a un enfermement dans cette solitude et souvent là, alcool ou des trucs assez violents en fait. Les suicides chez les hommes, souvent, ils sont violents. L'alcoolisme ou certains comportements sont violents, mais cette violence, elle est à la hauteur de la coupure intérieure. Elle est à la hauteur de la violence que s'inflige la personne en étant coupée d'elle-même, en fait. Donc, et ça, souvent, je vois combien les hommes sont seuls, ils vont se réfugier dans l'alcool, dans le porno, mais ils le font seuls, quoi. Et ça, c'est un des symptômes, en fait, qui, moi, me touche beaucoup et qui me donne envie de leur dire, mais apprenez à sentir, quoi, apprenez à faire autre chose. Donc tu as parlé des symptômes, tu as également parlé d'un appel de fond, d'un appel de l'être, quelque chose qui demande à s'incarner de plus en plus. Est-ce que tu pourrais approfondir ce point ? Oui, de retrouver la partie qui a envie de rêver, qui a envie d'être vivante. Et j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui s'est passé 100 ans en arrière pour les femmes. Donc la guerre 14-18. À la fin, enfin dans les années 20, les femmes ont vraiment cherché à s'émanciper et puis à dire on veut compter dans la société, on veut avoir notre place, on veut avoir notre voix. Elles ont lutté pour ça, mais il y a eu un appel très, très profond, et un ras-le-bol vraiment de cet aspect conquérant, en fait, on va dire du patriarcat ou du masculin. Et là, on est peut-être à un moment où ce sont les hommes, en fait, qui vont avoir cet appel de fond qui dit « stop ». Ça suffit maintenant, cette conquête à outrance, cette exploitation des êtres, de la terre, cette exploitation du vivant. Et peut-être en pensant aussi d'ailleurs à leurs enfants et aux futurs enfants, en disant mais qu'est-ce qu'on a envie de leur léguer ? Est-ce qu'on a envie de leur léguer une terre avilie, une terre salie, des eaux qui sont dégueulasses, un air qui devient à certains endroits de moins en moins respirable ? Qu'est-ce qu'on a envie de leur léguer, quoi ? Et de retrouver profondément un autre rêve lié à la vie en soi et à la vie au vivre ensemble et à la vie en général. Et comment on va prendre soin du vivant en soi, du vivant autour de soi, mais pour nos enfants. Donc je pense qu'on en arrive à un point où il y a un appel profond de dire on aspire à autre chose. Mais on aspire aussi à un jeu plus créatif, plus fun, plus drôle que ce qui nous est proposé. C'est Pierre Rabhi qui dit voilà, on va au bahut pour ensuite aller travailler dans une boîte, pour sortir en boîte, pour finalement être productif pendant toute une vie, prendre sa retraite assez tard, finir dans une boîte en sapin. Enfin, est-ce que tout ça a du goût ? Profondément, non, ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne, quoi. Donc à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un appel de fond de pouvoir se retrouver et se diriger à partir d'autres choses en soi et pas juste d'adhérer en fait à ce prêt-à-porter masculin et puis passer à autre chose. Alors supposons pour un instant qu'une personne donnée réalise qu'il y a un énorme ras-le-bol. Elle fait face à ce vide existentiel. Elle veut déconstruire ce programme masculin qui la structure, mais elle n'y arrive pas. Moi, ce qui est une majorité des cas, en fait. Ce qu'on doit comprendre, alors déjà, c'est de mettre en lumière ce double piège qui nous enferme, en fait, dans ces fausses identités. Le premier est de savoir que dans un collectif, ou une famille, un collectif, c'est une famille, une école militaire, un club sportif, voilà, n'importe quelle matrice, on va dire, une entreprise, même un cours de développement personnel. À chaque fois, il a des caractéristiques avec ce qui est apprécié et ce qui n'est pas apprécié ou ce qui est dévalué. Et donc, c'est d'avoir juste un petit peu de recul sur, tiens, dans cette matrice-là ou dans ce collectif-là, qu'est-ce qui est mis en valeur et qu'est-ce qui n'est pas mis en valeur ? Et est-ce que moi, j'ai envie de m'identifier complètement à ce qui est mis en valeur ou pas forcément ? Est-ce que je peux avoir du recul par rapport à ça ? Donc le premier piège, c'est d'adhérer complètement au prêt-à-porter et de ne pas prendre du recul. Est-ce que ça me blesse ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que ce que je ne veux pas ? Le deuxième piège, en fait, c'est l'anesthésie. C'est que tant qu'on est anesthésié et qu'on ne sent pas,
c'est très difficile de sortir en fait de ces identités parce que ça nous structure justement et qu'on n'a pas les moyens de prendre du recul et puis de venir sentir mais qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment et si je ne me détermine pas à partir de ces identités-là, en fait, qu'est-ce que je suis plus profondément ? L'autre aspect qu'il faut comprendre, c'est que quand nous sommes petits, en fait, nous sommes très dépendants de nos parents, de notre communauté. Et finalement, par sécurité, pour pouvoir grandir, on va faire partie du troupeau. On va se comporter comme des animaux très grégaires, en fait, comme les moutons, où pour avoir chaud, pour pouvoir grandir, on va adhérer aux valeurs du troupeau, en quelque sorte. Alors, des fois, il y a des très bonnes choses. Le souci, c'est que des fois, il y a des choses qui ne me correspondent pas du tout. Et en fait, plus grand, l'idée, ça serait de pouvoir aller vers une possibilité d'autonomisation, c'est-à-dire de pouvoir prendre du recul et de dire « mais je suis un être unique ». Et le fait que je suis un être unique fait que j'ai des différences. Alors, il y a un paradoxe qui est à assumer, et il n'est pas toujours facile à assumer. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous deux besoins différents. Il y a le besoin d'être fidèle à qui nous sommes et de pouvoir écouter et découvrir qui nous sommes vraiment. Et en même temps, on a un besoin d'appartenance. On a besoin de faire partie d'eux. Et ça nous fait du bien, on a besoin d'avoir des liens. Et dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être unique avec nos différences et en même temps faire partie d'une communauté ou faire partie d'une famille. Alors parfois, comme on n'y arrive pas, ça va être ou je fais totalement partie de la communauté ou de la famille et j'adhère à toutes les valeurs de la famille, même celles que j'aime pas ou même celles que je dois subir. Enfin, je fais avec, mais en fait, ça ne me correspond pas du tout. Ou alors, je me vis en tant qu'être unique, tant pis pour vous, je ne ferai plus partie d'eux, mais à ce moment-là, des fois, on doit s'exclure en fait de la communauté. Et donc, ça nous fait vivre des positions soit de soumis ou de rebelles, un peu comme le mouton noir ou le mouton blanc. Et en fait, profondément, j'ai peut-être envie de dire, mais en fait, je ne suis pas un mouton, je suis autre chose. Mais j'ai quand même envie de faire partie d'eux. Et ce qui nous permet en fait de revenir à notre être unique pour ensuite faire partie d'eux, c'est justement de faire un certain travail sur soi pour pouvoir ressentir à nouveau, se ressentir de l'intérieur, pouvoir assumer qui on est avec un point d'appui intérieur et revenir dans la communauté avec ce côté unique assumé et en disant mais j'ai quand même envie d'être en lien, j'ai quand même envie d'appartenir et comment je peux appartenir en aussi quelquefois respectant mes différences. Tu viens d'expliciter très clairement les différentes dynamiques qui sous-tendent ce double piège. Quelles seraient maintenant les ressources à disposition pour une personne pour dépasser ce double piège ? Alors je dirais la première chose, c'est une vraie intention, de dire, en fait, de prendre une décision. Et cette décision pourrait être de dire, j'ai envie de faire un transfert de pouvoir. C'est-à-dire que tout le pouvoir que j'ai donné aux références extérieures, aux autorités extérieures, j'ai envie de le récupérer et j'ai envie de me donner les moyens de récupérer un pouvoir intérieur, un ressenti intérieur, une direction intérieure. Et donc, si je le traduis encore dans un autre terme, j'ai envie de pouvoir retrouver mon autorité personnelle. Donc voilà, c'est une intention, une décision que je formule pour moi-même. Une décision, c'est que je me donne un droit. Voilà, donc c'est déjà une autorisation que je me donne. Et c'est tout ce pouvoir que j'ai donné aux références extérieures. Aujourd'hui, j'ai envie de me revenir à moi et puis en fait de pouvoir récupérer mon pouvoir personnel, mon ressenti. Donc là, après, la deuxième étape, c'est de se donner les moyens. Et les moyens, ça va être de s'occuper de l'anesthésie. Et s'occuper de l'anesthésie, c'est de venir, enfin là, quel que soit le moyen ou l'accès, de pouvoir apprendre à lâcher le contrôle, lâcher en fait tout ce qu'on a expliqué avant sur un plan physique et émotionnel. Et au départ, ce que ça va donner, comme on va dire, le diaphragme qui a tellement est tenu en fait à fond le haut du corps, qui a tellement aussi resserré les boulons, au moment où ça va lâcher, ça va ouvrir l'espace du ressenti et du ventre. Et là, dans un premier temps, il va y avoir comme un désencombrement émotionnel.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une charge émotionnelle qui a été figée depuis longtemps, qui va se défiger. Et puis, donc là, ça va être un contact avec des frustrations, avec des colères, avec des grandes tristesses justement liées à cette solitude. Tout à coup, on prend conscience combien émotionnellement on s'est senti seul. Peut-être que matériellement, on a reçu ce qu'il fallait, mais sur le plan émotionnel, on s'est senti très seul. Donc, c'est cette douleur de cette solitude, cette douleur émotionnelle, elle va s'évacuer. Et dans un premier temps, ça pourrait paraître comme une décharge ou un désencombrement on va dire d'une charge émotionnelle souffrante, qui était figée depuis longtemps, puis qui a besoin de se défiger. À un certain stade, on va aussi voir le corps qui va récupérer en fait son flux naturel. Et ce que ça peut donner aussi, c'est qu'il y a des vieilles peurs en fait qui vont se défiger, le corps va se mettre à trembler, comme le font d'ailleurs très naturellement des animaux qui ont par exemple été prédatés, qui se sont figés comme ça, mais après ils ont l'instinct de pouvoir relaxer tout le système nerveux, donc ils se laissent trembler au maximum et le corps peut retrouver sa fluidité organique. Donc là, en fait, c'est ce qu'on cherche, c'est à retrouver cette fluidité organique, mais dans un premier temps, se désanesthésier, c'est décharger, on va dire, un émotionnel souffrant. Je ne veux pas dire négatif, c'est un émotionnel en fait qui a eu mal ou qui a eu vraiment peur, quoi. Et après, on va s'occuper aussi de certaines blessures qui nous jouent en fait des tours, ce qu'on appelle plus communément les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, des blessures de trahison. En fait, voilà, mais qu'est-ce que c'est que la blessure d'abandon? C'est que coupé de soi-même, voilà, on n'a pas pu être en lien profond avec soi et on s'est abandonné soi-même. Après, on a la sensation que l'autre nous abandonne. Mais en fait, c'est de retrouver profondément une capacité d'empathie avec les autres, d'empathie avec soi, de lien. En fait, on veut remettre la prise. On veut vraiment remettre la prise et refaire intime avec soi. Intime, c'est drôle, le mot, en fait, c'est une équipe et intime, en fait. On veut refaire un avec soi. Donc, en fait, c'est voilà, de faire tout ce travail sur l'émotionnel sans qu'on le juge comme quelque chose qui va de toute façon nous amener dans un effondrement de l'être ou comme quelque chose où on va être vulnérable, fragile, où on n'aura plus les moyens de se relever. Et au contraire, ce qu'on va prouver à la personne, c'est qu'elle peut donner la main à différentes émotions, que ces émotions, quand elles sont vécues après plus positivement, elles sont de véritables messagères. Donc elles sont des messagères dans le sens où elles nous amènent au cœur de nos besoins, de quoi j'ai besoin, au cœur de mes limites, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, au cœur de mes valeurs profondes. Donc on va voir les vertus, en fait, de retrouver la capacité de sentir et les vertus de retrouver ces émotions, en fait, dans leur côté positif. Donc, et à partir de là, le système, qu'il soit physique, émotionnel et même la tête, hein, on va retrouver une fluidité et de pouvoir s'appuyer sur sa sensibilité de manière beaucoup plus créative, intelligente, avec cette intelligence émotionnelle. Dans ce que tu viens de dire, à plusieurs reprises, tu as abordé la notion de fragilité. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur cette fragilité? Oui. Quelle est son importance? Alors, c'est important parce qu'au moment où on descend dans le ventre, on a la sensation d'une certaine vulnérabilité. Et en fait, ce qui nous donne cette sensation, c'est que quand on était enfant, on a eu certaines émotions et peut-être qu'on s'est senti fragile, petit, sans moyens ou victime. Et donc, on a associé cette sensibilité au fait de se sentir impuissant. Et en fait, la grande conclusion autour de la vulnérabilité, c'est que c'est dangereux. En fait, c'est que je vais être effondré, sans moyens, impuissant, petit. Et là, c'est exactement cette conclusion-là qu'on veut renverser chez la personne. C'est non, tu peux aller, on peut te sécuriser au départ, et tu vas trouver la sécurité en toi, c'est une sécurité intérieure, pour aller donner la main à des parties que tu estimes fragiles, vulnérables, peut-être des parties qui te font très peur, ou des parties qui sont dans l'ombre, que tu vas juger, voilà, parce que peut-être c'est des parties qui manipulent, qui sont perverses ou qui ont honte. Voilà, donc on va réhabiliter de manière saine
la sensibilité, et on va lui donner un véritable point d'appui, en fait, dans l'assise de l'être, dans le bas du corps, dans le fait qu'on peut rester présent et bienveillant au moment, en fait, où apparaissent des zones fragiles, des zones qui font peur, des zones où on a honte, des zones où on se juge. Et en fait, c'est exactement ça qu'on veut développer. C'est un peu le masculin et le féminin en nous, qu'on a été chercher petit chez papa et maman, alors pas toujours de manière heureuse, et des fois de manière très heureuse, mais on veut réhabiliter le père, la fonction du père, la fonction de la mère à l'intérieur de nous, par rapport aux parties de nous qui sont plus jeunes, plus petites, ou qui n'ont pas pu dépasser certains traumas ou certaines émotions. On veut développer la partie qui est à la fois masculine et féminine. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Le masculin, lui, il va donner une présence, une sécurité, un point d'appui. Ça fonctionne un peu comme un mât, une quille, un tuteur en fait pour une plante, pour qu'une plante puisse grandir. Donc ce qu'amène le masculin ou le père, c'est une présence, un cœur aimant, un point d'appui, un axe, une verticalité, une stabilité. Ça, c'est les fonctions, entre autres, du masculin. Il va aussi donner une direction, il va inciter l'enfant à défusionner de la mère, à aller dehors, à prendre des risques. Le masculin aussi, il se donne des droits. Et le père donne des droits, mais après, si on réhabilite cette fonction, c'est aujourd'hui, mon masculin me donne des droits et je m'autorise à. C'est moi qui m'autorise à. La fonction du féminin, qu'on veut réhabiliter à l'intérieur de soi, c'est une capacité d'accueil. Le féminin, lui, il va faire comme ça. Il va accueillir, il va amener sa chaleur féminine, sa tendresse, sa douceur, sa rondeur, pour pouvoir accueillir certaines thématiques qui, des fois, sont difficiles ou compliquées. Et donc, on va avoir la résultante de ces deux énergies, c'est une présence bienveillante pour chacune des parts de soi qui a besoin, en fait, d'être rencontrée. Et si je devais donner encore une autre image, quand un homme aime, en fait, sa façon d'aimer, c'est souvent une façon de dire « je suis là ». Voilà, quand je dis des fois à certaines femmes, « waouh, quand un homme te dit « je suis là », ça te fait quoi ? Ben, elle va me dire « ah ben, je sais vraiment qu'il m'aime, il est là ». Quoi. Et la mère, ça va plus se traduire par voilà, je t'amène ma chaleur, je t'amène mon amour, je t'amène ma douceur. Et donc, on va voir chez chacun qu'est-ce qu'on doit plus développer. Donc, quelqu'un qui serait très émotionnel, une femme ou un homme, on va plutôt lui dire, ben, à chaque fois que tu as des émotions fortes et une intensité forte, on va amener ta contenance, ta présence, tu vas rester, voilà, tu vas amener une stabilité. Donc, on va plutôt développer des qualités masculines. Et à l'inverse, pour quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, qui serait très masculin, très yang dans le sens très mental, très résultat, très rationnel, il faut plutôt amener du féminin, donc intérioriser les qualités de douceur avec soi, de patience, de lenteur, de mise en lien, d'accueil. Donc on va jouer en fait avec ces deux énergies et essayer de les intégrer en soi. Et après aussi, ce que ça va donner, c'est une vulnérabilité assumée. C'est-à-dire que je peux me montrer vulnérable en face de quelqu'un ou sensible. Je deviens quelqu'un qui est touché par soi-même et qui devient touchant aussi pour les autres. Mais en fait, je vais me rendre compte que je continue à être assis sur mon cul, assis dans mon assise, quoi, et que je peux rester simple avec ça. Je peux rester simple avec ma sensibilité, avec mon émotionnel. Alors peut-être qu'on va voir qu'il y a des larmes qui coulent, mais je ne vais pas m'effondrer dedans, parce qu'il y a une assise à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur cette sensibilité assumée que tu viens d'aborder ? Alors, cette sensibilité assumée, c'est que donc, je tiens debout. J'ai la sensation physique que quand je suis touchée, soit je tiens debout, même si j'ai peur, je peux accueillir l'intensité de la peur et je reste debout. Je ne vais pas m'effondrer. C'est aussi la sensation que je suis dans mon assise et que je peux aller visiter les parts où j'ai le plus honte, les parts que j'estime, moi, perverses ou dysfonctionnelles, que je peux aller visiter les parts qui sont fragiles et que je peux le faire dans une certaine tranquillité ou sérénité
Et donc j'ai développé la partie qui est présente, la partie de l'être qui peut juste accompagner et s'asseoir avec. Donc, et là, quand on fait l'expérience de ça, l'expérience de cette assise, de cette présence, à ce moment-là, on peut beaucoup plus voir le prêt-à-porter ou les préprogrammations, les fausses identités et choisir beaucoup plus qu'est-ce que j'ai envie d'être. Parce que cette partie de l'être, elle est beaucoup plus indéterminée, elle n'est pas prédéterminée. Tout est possible en fait là-dedans. Mais voilà, c'est comment trouver cette assise qui après va accompagner la sensibilité, le faire, la pensée, dans un espace qui est calme, qui est serein et très relié en fait à soi-même. Et donc là, on retrouve cette valeur d'unité et cette sensation de faire un avec soi en fait. J'aurais une question à te poser par rapport à ces hommes qui souffriraient profondément de cette programmation masculine et qui résonnent de manière binaire. C'est-à-dire une catégorie masculine, une catégorie féminine. Dans ton discours, on a entendu à quel point, au final, on a des qualités masculines et des qualités féminines, et tout l'enjeu est de se réapproprier sainement ces deux qualités. Mais est-ce qu'une personne qui se conçoit masculine, se réapproprier des qualités féminines, ne pourrait-il pas entendre quelque chose de l'ordre « si je réapproprie ces qualités féminines, je vais m'efféminiser, je vais devenir féminin ». Alors, effectivement, j'ai envie de dire, on est en partie des êtres androgynes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un extérieur masculin et puis en même temps, on peut avoir des qualités féminines et j'ai envie de valoriser en fait ces qualités de mise en lien, ces qualités de pouvoir être sensible, de pouvoir s'entendre et s'écouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on a à gagner quand on accepte de faire ce chemin de mise en lien. Ce qu'on a à gagner, c'est le fait de pouvoir retrouver son autorité personnelle, le fait de pouvoir se guider de l'intérieur, parce que tout à coup, j'entends mes intuitions, j'entends mes besoins, j'entends ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je peux sentir, donc quand on dit féminin ou masculin, on pourrait dire retrouver la capacité de sentir, d'être touché, de me remettre en lien avec moi-même. Donc en fait, ce qui est important en fait, à transmettre, c'est que tant que je n'ai pas trouvé cette sécurité intérieure, ce point d'appui dans ma sensibilité profonde, mais aussi dans ma puissance profonde, pas une puissance d'apparence. Vraiment, comme je suis en connexion avec moi, comme je me sens, là, je peux développer une vraie confiance en moi. Ce n'est pas juste « j'assure », c'est « je me sens, je me donne la main, je m'accompagne et je me stabilise quand ça devient intense ». Je me stabilise quand j'ai de la peur, quand je suis ouvert. Voilà, ce n'est pas juste une ouverture sensible qui est là comme ça, il y a un ancrage qui l'accompagne. Et ce qui est important, c'est que tant que je n'ai pas cette sécurité à l'intérieur, dans mon ouverture sensible, je suis très dépendant d'aller chercher ma sécurité à l'extérieur, d'aller chercher ma sécurité dans des références extérieures auxquelles je vais complètement m'identifier. Voilà, puis ça peut être un masculin viril, catégorisé dans ce qui est apprécié ou déprécié. Et je vais aussi être très dépendant d'une autorité extérieure, parce que je ne suis pas dans mon autorité personnelle, tout simplement parce que je ne peux pas sentir. Donc voilà, après féminin, masculin, c'est de prendre ce qu'il y a de bon dans chacune de ces qualités, et puis de les réunir en soi dans ce qu'elles ont de meilleur et de plus créatif. Et en fait, après, ce qu'on gagne, c'est déjà d'avoir plus de choix, globalement, dans qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de me mettre en œuvre. Et là, que je sois une femme, un homme, homosexuel, pas homosexuel, peu importe, c'est l'être créatif que je suis, comment il a envie de se mettre en œuvre en dehors des références ou des codes, etc. Et là, ça devient vraiment joyeux et très vivant. Et c'est d'assumer ce que j'ai envie de mettre en œuvre parce que c'est fun pour moi de l'explorer ou de le vivre et de le goûter. On va d'ailleurs retrouver une plus grande capacité à expérimenter, à goûter, à être, à vivre profondément l'expérience en fait qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc vraiment on sort de la sensation d'être des créatures ou des esclaves d'un système productif ou des esclaves de certaines références pour aller beaucoup plus vers en fait la sensation d'être des gens créatifs, des gens qui peuvent se guérir
peuvent se guérir à partir de leur cœur, à partir de ce qu'ils ressentent, parce que ce n'est pas avec la tête qu'on se guérit. La tête, elle conceptualise, elle analyse, mais ce n'est pas en faisant une analyse avec la tête qu'on va se guérir ou qu'on va transformer les choses. On va transformer les choses grâce en fait à un cœur ouvert, un cœur qui retrouve ses dons d'alchimiste, de transmutation, et grâce à une sensibilité qui peut accompagner et transmuter ce qu'on a envie de transmuter ou ce qu'on a envie de créer. Des véritables artistes, ils sentent et ils créent. Ce n'est pas du conceptuel. Donc voilà, de retrouver son état alchimiste, de retrouver sa capacité de jouer avec l'être, l'eau, la terre, l'eau, le feu, l'air, le fait de redevenir des créateurs et d'avoir plus de liberté là-dedans, c'est tout l'enjeu de faire ce retour à soi en fait. En parlant de trouver cette assise à l'intérieur de soi, il y a quelque part une notion de responsabilité personnelle qui émerge, une question de se guider soi-même. Alors, ça va naître naturellement. C'est-à-dire que tout à coup, on va pouvoir ressentir plus nos désirs, nos besoins, nos valeurs profondes. On va faire aussi tout un travail pour réhabiliter la force du cœur. Souvent, il y a beaucoup de douleurs qui ferment le cœur. Donc, au moment où on décharge pas mal de choses, sur le plan du cœur, il y a pas mal de choses aussi à décharger pour pouvoir retrouver cette sagesse profonde, en fait. Et le cœur, on va dire, il y a les jugements programmés dans la tête qui vont dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Le cœur, lui, non, il accueille en fait une thématique, il va l'englober, puis il va te faire sentir, mais tu vois ça, c'est pas digne de nos valeurs profondes, c'est pas ce qu'on souhaite profondément. Et à un moment donné, on va beaucoup plus être en contact avec nos rêves profonds, et on va vouloir les concrétiser, on va vouloir les incarner. Et aussi, cette histoire de l'intuition et de la perception intérieure, elle va devenir de plus en plus claire et perceptible. C'est-à-dire qu'on va être dans un espace, dans cette assise, qui en même temps peut être touchée, et tout à coup, on va avoir des intentions, des élans, des motivations qui vont venir, et on va se sentir guidé par notre sagesse intérieure ou par nos intuitions, par notre guidance intérieure, et ça se fait dans le calme. C'est comme des évidences en fait qui apparaissent. C'est pas une voix de tête ou quelque chose qui est agité, qui est urgent, qui va vouloir du résultat très vite. Non, il y a « waouh, j'ai le goût de faire ça » ou « j'ai envie de faire ça ». J'ai envie de poursuivre tel et tel objectif ou rêve. Et ça va se poser. Et vraiment, ça va venir comme une douce évidence, mais une évidence quand même.